Bonjour chers amis, bonjour la chaise, bonjour la fenêtre, bonjour les livres, bonjour le divan. Si nous sommes ensemble aujourd'hui, c'est que vous avez traversé, et je vous félicite, le chapitre 4. C'est pas sans mal, c'est un chapitre très difficile. En général, c'est le chapitre sur lequel on bute toujours quand on étudie la philosophie de la liberté. Mais avec persévérance, on arrive à en retenir suffisamment de choses, à éclaircir suffisamment de choses pour continuer. On est presque en haut de la montagne, c'est ce que je vous disais auparavant. Ce que je voudrais signaler ou resignaler, c'est que la philosophie de la liberté n'est pas un livre qu'on étudie comme les autres. C'est, comme dit Steiner, une gymnastique de la pensée. Il a été écrit dans ce but. En fait, vous êtes occupé et je suis occupé à créer mes propres pensées à partir de ce qui est écrit. C'est à chaque fois, à chaque paragraphe, une incitation à refaire les raisonnements. Il faut les refaire, il faut vraiment les refaire à l'intérieur de soi, même si on ne comprend pas tout. Et le fait de les faire, de les refaire et de ressentir à l'intérieur de soi le résultat de cette activité fait qu'on développe à l'intérieur de son être une force nouvelle, une force extrêmement vivante qui fait que lorsqu'on sort de chez soi, on n'est plus dans le même rapport avec le monde qu'on ne l'était auparavant, avant d'avoir souffert dans l'étude et dans l'exercice de cette gymnastique mentale. Donc ça, c'est la première chose, mais c'est une chose vraiment importante, on y est vraiment confronté. Mais qu'est-ce que je fais là? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui me fasse 4, 5 schémas qui expliquent tout? On pourrait faire plein de schémas, j'en ai fait quelques-uns, mais le but n'est pas là. Le but, c'est vraiment de comprendre au fur et à mesure la dynamique dans laquelle nous entraîne Rudolf Steiner et qui est en fait une dynamique qui nous relie au devenir universel. Donc je rappelle aussi que d'après lui, la pratique de la philosophie de la liberté amène l'homme au seuil du monde spirituel et que c'est la voie la plus sûre mais la plus difficile. Encore une fois, il ne faut pas s'attacher trop aux termes qui sont utilisés, je veux dire ne pas en avoir peur. On finit par se familiariser avec eux et à ce moment-là, dans une relecture, les choses sont déjà beaucoup plus simples. Idéalisme critique, réalisme naïf, perception, représentation, concept, idée, etc. deviennent nos compagnons de route. Et ça, c'est une chose très importante aussi. Voilà donc la petite introduction que je voulais faire au chapitre 5, où beaucoup de choses vont s'éclairer. La première chose à rappeler, c'est que l'être humain, d'un côté, perçoit le monde extérieur grâce à ses sens physiques. Oreilles, les yeux, le nez, etc., etc., etc. Et que ces sens physiques sont l'intermédiaire entre lui et le monde. Et que d'un autre côté, il a aussi des perceptions intérieures. L'homme peut percevoir un rêve, une hallucination, un concept, etc., etc., un sentiment. Et parmi toutes ces perceptions, une de ces perceptions a un caractère tout à fait particulier, parce que pour accomplir cette perception,
on reste dans le même domaine qu'elle. Et cet élément, c'est la pensée. Quand on pense au sujet de la pensée, on reste toujours à l'intérieur de la pensée. On n'a besoin de rien d'autre qu'elle-même. Et même en arrière-plan de la pensée, c'est toujours la pensée qui est présente. Ceci étant dit, je lis. Il ressort des pages qui précèdent qu'il est impossible de démontrer par l'examen du contenu de nos perceptions que ces dernières sont de pure représentation. Donc on avait le réalisme primitif, le réalisme de l'homme du commun, qui considère que les objets du monde sont réels et que, par notre activité, on y rajoute des pensées, des idées, etc., etc. Mais qu'au départ, le monde est réel. Disant cela, il faut bien qu'il se rende compte que pour affirmer une telle chose, il a dû utiliser la pensée, ce qui va à l'encontre de ses prémices. Et c'est là que le réalisme naïf s'effondre. L'idéalisme critique, par contre, essaye de nous démontrer, à partir du contenu de nos perceptions, qualité, couleur, son, etc., qu'elles ne sont que le produit d'une activité subjective, que nos représentations que nous formons ne sont que subjectives et purement subjectives. Seulement, ce qu'on a vu, c'est que pour en arriver là, il faut qu'on passe par le monde des sens. Pour percevoir la couleur, il me faut un organe des sens. Et là, wow, on fait comme si de rien n'était, et on considère, parce on est bien obligé, que on a un œil réel, on a une rétine réelle, on a un cerveau réel, on a des oreilles réelles, ce qui va absolument à l'encontre de ce que l'idéalisme critique cherche à démontrer, c'est-à-dire que nous ne sommes faits que de représentations purement subjectives. Donc tout l'édifice s'effondre parce que le premier étage s'effondre. En fait, l'idéalisme critique emprunte une partie du réalisme primitif pour se fonder, ce qui est injustifiable. Je lis. Si la justesse de l'idéalisme critique est une chose, la force persuasive de ses démonstrations en est une autre. Pour ce qui est de sa justesse, nous verrons plus loin ce que nous devons en penser, mais quant à la force persuasive de ses démonstrations, elle est nulle. Donc nous voilà prêts pour continuer et examiner un peu plus près le percept, la représentation, le concept, etc. Voir s'il n'y a pas une autre voie qui permet de contourner ou d'intégrer une partie de ces deux visions du monde, mais en tout cas d'en éviter les écueils. Si l'on admet que tout l'univers perçu n'est qu'une somme de représentations, autrement dit, des faits que produisent sur notre âme des choses qui nous sont inconnues, on applique naturellement le problème de la connaissance non point à ces représentations présentes dans notre âme, mais aux choses en soi situées au-delà de notre conscience et indépendantes de nous. La question qui se pose alors, c'est celle-ci. Puisque les choses en soi, on ne peut pas les connaître directement,
est-il possible de les connaître indirectement? C'est la préoccupation principale de la science. Donc d'échafauder des hypothèses sur ces choses en soi et de voir si ça peut correspondre à quelque chose. Pour cette philosophie, la conscience est comme un miroir dans lequel les reflets des choses disparaissent dès que la surface du miroir ne leur est plus exposée. À partir de ce moment-là, il faut essayer d'étudier ces choses en soi par déduction, à partir du reflet qu'elles produisent dans notre conscience. C'est le point de vue de la science moderne. Et donc à partir du moment où on considère qu'il y a des choses en soi inconnaissables et qu'on vit enfermé dans le monde de ces représentations, le philosophe de cette école peut arriver à se dire « Je suis emprisonné dans le monde de mes représentations et je n'ai aucun moyen d'en sortir. » Du point de vue humain, cela n'a plus aucune signification. C'est-à-dire, c'est comme si ces représentations en fait n'existaient pas, que ces choses en soi n'existaient pas, parce que nous ne pouvons rien savoir d'elles. L'univers entier devient comme un rêve. Il sépare alors les êtres humains en deux catégories. Les êtres humains primitifs, qui prennent leurs propres illusions, hallucinations, pour des choses réelles, et puis il y a les sages qui comprennent qu'on est dans le néant et qui se disent ça sert à rien de se préoccuper tout ça, il suffit de vivre et tant pis, vogue la galère. Ces philosophes en arrivent à considérer que le propre moi lui-même est illusoire. La représentation du moi s'ajoute dans la conscience éveillée à la représentation du monde extérieur. Et l'idéalisme critique va jusqu'à dire que toute réalité se transforme en un rêve merveilleux où il n'y a plus ni existence sur laquelle s'édifie le rêve, ni esprit où habite le rêve, un rêve qui n'est solidaire de lui-même que par le rêve. Par là, la vie perd tout intérêt scientifique. Toute science est une folie. Et pour l'autre théorie, qui cherche à travers les choses en soi, le but de la science, c'est de rechercher ce que sont ces choses en soi. La première de ces théories s'appelle l'illusionnisme absolu, le monde est un rêve, etc., etc. Et la seconde a été nommée par Eduard van Hartmann le réalisme transcendantal. C'est un réalisme parce que les choses en soi existent, bien qu'on n'en ait pas directement connaissance. On n'a directement connaissance que de nos représentations. Et ces deux théories ont quelque chose en commun, c'est qu'elles cherchent à prendre pied dans l'univers grâce à un examen de la perception. Et là, il aurait impossible, d'après ce qu'on vient de voir, de trouver un sol ferme. Donc, le réaliste transcendantal dit que les choses en soi inconnues existent, mais que il est peut-être possible de les connaître par déduction. Et la question qui se pose est celle-ci: comment le moi humain produit-il de lui-même le monde des représentations? Et ce monde des représentations n'a qu'un seul intérêt, c'est qu'il pourrait constituer le moyen de connaître immédiatement le monde de l'en-soi. Si les données de notre expérience étaient des représentations, la vie
ressemblerait à un rêve et la connaissance du véritable état de fait ressemblerait à un éveil. Donc si ce monde de représentation est un rêve, la connaissance qu'on pourra acquérir serait comme une sorte d'éveil dans le rêve du monde. Si on prend l'exemple d'un rêve nocturne, tant qu'on rêve, on est dans une succession d'événements, symboliques ou non, physiologiques ou non, etc. À partir du moment où on s'éveille, on ne se pose plus vraiment la question du rapport intérieur entre nos rêves. On cherche les causes, les phénomènes physiques, physiologiques, psychologiques qui sont à leur base. C'est la même chose pour le philosophe. Il ne va pas se perdre dans des questions de détail. Il ne va pas chercher à savoir comment les représentations se relient les unes aux autres. Mais il va chercher ce qui se produit dans l'âme indépendamment d'elle pendant leur apparition et leur succession, comme nous faisons pour un rêve. Par exemple, je rêve que je bois du vin qui me cause une irritation dans la gorge et qu'ensuite je me réveille en toussant. Le rêve en lui-même, avec son contenu, m'intéresse tant que je rêve. Mais dès que je me réveille, que je suis en état d'éveil, je vais aller chercher les causes par lesquelles le besoin de tousser s'est exprimé symboliquement dans le rêve. De même, le philosophe, dès l'instant où il se persuade que le monde n'est qu'une série de représentations subjectives, doit immédiatement passer de ce monde à la réalité cachée qu'il manifeste, comme lorsqu'on cherche les causes de notre rêve. Évidemment, c'est beaucoup plus difficile quand on est illusionniste et que tout est un rêve et que le moi lui-même est un rêve. Et ce qu'on pense du moi et du rêve est aussi un rêve. Mais se ranger à cette opinion, c'est méconnaître qu'il y a en fait une activité qui se comporte vis-à-vis de la simple perception, comme la veille se comporte vis-à-vis du rêve. Donc il y a une activité particulière, on l'a déjà étudiée, donc cherchez bien, qui se comporte vis-à-vis de la perception, comme l'état de veille, quand on se réveille du rêve, et cette activité, c'est la pensée. Par l'activité de la pensée, on sortirait de l'état de rêve pour arriver à un état de veille. C'est en même temps une réalité, en même temps une métaphore, mais c'est un point crucial. On avait fini par l'oublier, la pensée. Et je répète que quand on pense la pensée, on reste dans le même domaine. On n'a pas besoin d'en sortir. On reste toujours dans le domaine de la pensée. Penser la pensée, c'est toujours rester dans le domaine de la pensée. C'est le seul élément de notre constitution humaine qui le permet. Donc la pensée pourrait être l'instrument qui nous sert d'éveil. Bon, l'homme naïf est ce qu'il est. Les choses sont réelles, pas de souci. Il s'adonne à la vie et tient les choses pour réelles dans la forme où elles s'offrent à son expérience. Mais le premier pas qu'on fait pour sortir du réalisme naïf est celui-ci. Comment la pensée se comporte-t-elle vis-à-vis de la perception? Et il faut remarquer que quoi que je déclare à ce sujet, je ne peux le faire que grâce à la pensée. Lorsque je dis « le monde est ma représentation »,
j'énonce le résultat d'un travail de la pensée. Et si ma pensée est inapte à s'appliquer à l'univers, ce que j'énonce est faux. Entre la perception et toute proposition la concernant, il y a eu intervention de la pensée. En général, le rôle de la pensée passe inaperçu. Pourquoi? Parce que lorsqu'on pense un objet, on est tout entièrement à donner à l'objet. Et dans le cas du penseur réaliste naïf, lorsqu'il va dresser un tableau de l'univers, il va vous dire tout simplement que l'univers est ce qu'il est, il existe sans nous, ça ne fait aucun doute, et tout ce que je dis au sujet de l'univers, c'est ce que j'y rajoute moi-même, comme être humain. Je fais un tableau de ce qui existe déjà. Je le mesure, je le compare, etc. Je fais des théories, etc. Et tout ce que j'élabore à l'intérieur de moi, au fond, je fais que le plaquer sur un univers qui existe déjà. Alors, on dit que, dans ce cas, l'univers est absolument achevé. Quant à toutes ces substances et ces énergies, et l'homme trace un tableau de cet univers achevé. Mais la question suivante qu'on doit se poser et qui est très importante, de quel droit affirmez-vous que l'univers est achevé sans la pensée? Donc de quel droit est-ce que vous dites que la pensée que vous formez ne fait pas partie intégrante de cet univers? Est-ce que l'univers est vraiment achevé sans la pensée que j'ai de l'univers? Est-ce que l'univers n'engendre pas la pensée dans la tête de l'homme avec autant de nécessité qu'il engendre la fleur sur la plante? Steiner prend l'exemple d'une plante, on met la graine dans le sol, on a besoin d'un terreau, on a besoin de chaleur, etc. La tige se développe, etc., etc. La feuille et la fleur sont là sans qu'aucun sujet ne les perçoive. Par contre, le concept n'apparaît que lorsque l'homme considère la plante. Oui, fort bien. Mais la feuille et la fleur n'apparaissent que si la terre est là pour recevoir la graine de la plante. Elle n'est là que si l'air et la lumière sont là pour permettre son épanouissement. De la même manière, le concept de la plante apparaît quand une conscience pensante, quand un être pensant s'approche de la plante. Donc ce qu'on peut dire, c'est que l'activité pensante, c'est un peu comme la fleur. Elle fait partie du processus général de l'univers. Elle n'est pas quelque chose d'extérieur à l'univers qui est plaqué dessus, comme un décor de théâtre. C'est une activité du devenir général de l'univers. Il est absolument arbitraire de tenir pour une totalité, pour un tout achevé, ce que nous apprenons des choses par la simple perception, et d'y ajouter l'activité pensante comme un surplus qui n'a rien à voir avec les choses elles-mêmes. Pénétrons-nous de tout ça. Parce que tout naturellement, nous, on pense qu'on rajoute, comme un décor de théâtre, la pensées, nos concepts, nos idées, sur un univers qui existe déjà et qui serait déjà totalement achevé. C'est une tendance naturelle de l'être humain de penser ça au départ. Ça demande un retournement de la pensée. Quand on voit une rose, elle a une certaine forme aujourd'hui. Si je la mets dans l'eau, la fleur va s'ouvrir et j'aurai une image toute nouvelle. Si j'arrivais à ne pas détourner mon regard de cette rose, je la regarderais pendant 2 jours sans arrêter. Je verrais sans discontinuité le devenir de cette rose dans ma conscience. Et cette évolution formerait une continuité.
L'image que je vois à un instant quelconque de cette rose n'est qu'une découpure, une photographie faite au hasard. Si je ne mets pas le rameau dans l'eau, tous ces états ne se développeraient pas. On pourrait m'empêcher d'observer la fleur demain, donc j'en aurais qu'une image incomplète. Ce serait une opinion dépourvue de toute objectivité que celle qui, devant l'image passagère, obtenue à un instant quelconque, dirait « ceci est la réalité ». La photographie qu'on a de la rose qui se développe, les photographies ne peuvent pas constituer la réalité. Il y a une continuité du devenir et la pensée fait partie de cette continuité. Donc je rappelle tout d'abord que si le monde nous apparaît d'un côté sous forme de percept et de l'autre côté sous forme de concept, c'est dû à notre organisation humaine. Référence au schéma que j'ai déjà montré. C'est notre organisation d'être humain qui sépare ces deux domaines et les rend distincts. C'est la conscience qui est la médiatrice entre la pensée et l'observation. Petit rappel important, parce qu'on pourrait très bien imaginer qu'il existe des êtres chez qui cette séparation n'existe pas, mais qui d'emblée, dans le monde, seraient placés devant le concept et son percept qui seraient unis indissolublement. Et cet être serait obligé de lui attribuer une existence inséparable de la chose. Un esprit de cette sorte n'aurait jamais l'idée de considérer le concept comme un terme n'appartenant pas à la chose. Donc, un être chez qui le concept et le percept seraient indissolublement liés d'emblée, ce qui n'est pas le cas de l'être humain, qui par la pensée doit les réunir. C'est son activité dans le devenir du monde. Et il se fait que de tels êtres existent, et ce sont les êtres qu'on appelle les anges. Pour un ange, dès qu'il perçoit quelque chose, il perçoit en même temps le concept. Ils sont liés indissolublement, ce qui fait qu'en fait, un tel être ne pourrait jamais mentir. Steiner donne ensuite un exemple, l'exemple d'une pierre qu'on jette en l'air ou qu'une balle qu'on lance à un compagnon. Mettez un ami, imaginez-vous sur une plainte de jeu, vous avez une balle de tennis en main, vous la lancez vers l'ami, il la relance vers vous et vous la relancez. J'apprends par les mathématiques qu'il existe une forme particulière qui s'appelle la parabole. Et lorsque j'observe mes deux amis qui se lancent la balle l'un vers l'autre, l'autre vers l'un, je constate que la forme de cette parabole correspond à la forme de la trajectoire que prend la balle. Je peux donc en déduire que la forme de la parabole appartient à l'ensemble du phénomène au même titre que tous les autres éléments. Donc le phénomène, ce n'est pas seulement la balle, ce ne sont pas seulement les deux amis qui se lancent la balle, mais aussi la parabole qui est liée à l'ensemble du phénomène. Pour l'esprit que nous supposions plus haut, j'avais donné
pour nom ange, et qui n'aurait pas besoin de penser, il n'y aurait pas simplement une suite de perceptions visuelles qu'il devrait rattacher par la suite à la parabole. Pour lui, la parabole serait immédiatement, indissolublement liée au phénomène, tandis que nous devrions l'ajouter par l'exercice de notre pensée. Si les objets nous sont donnés de prime abord sans leur concept, c'est le cas pour nous, êtres humains, les objets nous sont donnés d'abord en tant que percept, en tant que force dans la nature. Ça tient à notre organisation spirituelle et non point aux objets eux-mêmes. Nous sommes organisés de telle sorte que les deux éléments constitutifs de chaque chose nous proviennent de deux sources différentes, celle de la perception et celle de la pensée. La scission entre la perception et la pensée n'existe qu'à l'instant où moi, observateur, je m'adresse à ces choses. Nous sommes tous d'accord pour dire que l'homme est un être limité parmi d'autres êtres. Notre existence est liée au temps et à l'espace. Si notre existence était accordée aux choses de telle manière que chaque phénomène était notre phénomène, nous ne serions plus qu'un avec l'univers. On percevrait le devenir comme une continuité et non pas comme des fragments isolés. Le cosmos serait une unité, une totalité fermée. Le fleuve du devenir coulerait sans nulle interruption. C'est à cause de notre conscience, de notre limitation que nous voyons sous forme de multiplicité, ce qui est en réalité une unité. En fait, c'est nous qui morcellons le monde. Et quand on observe le monde des percepts multipliés à l'infini, il faut bien se dire que, au fond, si je m'examine moi-même, autoconscience du moi, là aussi je découvre une multiplicité. Je ne peux rien résoudre en m'observant de cette façon-là. Il faut qu'une autre activité intervienne pour réunir tous ces éléments en une unité. Et cet élément, c'est bien sûr la pensée. Quand on observe le monde des percepts, le monde extérieur, tout à coup, on peut se rendre compte, et suite aux vidéos qui précèdent, qu'au fond, quelque part, nous formons déjà une unité avec le monde. Nous sommes composés des mêmes éléments que les éléments du monde extérieur. Ce sont les mêmes atomes. C'est de l'air, c'est de l'oxygène, c'est de l'hydrogène. Tout notre corps est formé on va dire, de molécules et d'atomes séparés par du vide, tout comme le monde extérieur l'est. De ce point de vue-là, du côté des percepts, nous sommes entièrement unis inconsciemment au monde. Mais qu'en est-il de l'autre côté, du côté de la pensée? On a vu que la pensée morcelle le monde, nous sépare du monde et d'un autre côté nous réunit au monde. Même si une pensée est fausse, si un scientifique a une pensée fausse, un autre penseur viendra la corriger et ainsi de suite. C'est l'histoire des sciences, c'est l'histoire de l'évolution de la pensée humaine. Et la pensée, nous l'avons vu, a un caractère profondément universel. De même que par la pensée j'insère une perception isolée dans la totalité de l'univers, de même par la pensée j'incorpore au devenir universel les perceptions que je fais en moi-même. Mon auto-perception m'enferme dans certaines limites, mais ma pensée, lorsqu'elle se met en mouvement, ignore ces limites.
Je suis porteur d'une activité qui, du haut d'une sphère supérieure, détermine mon existence. Et c'est alors que je vous propose ce schéma suivant qui est d'une importance capitale. Parce qu'en fait, que ce soit du côté du percept et puis du côté de la pensée, ces deux éléments en fait sont entièrement insérés dans le devenir universel. Ils en font intimement partie. Pensée et percept sont les deux faces d'une seule et même chose. Par conséquent, la perception n'est pas une chose achevée ni complète en soi, mais seulement une face de la réalité totale. L'autre face, c'est le concept. L'acte de connaissance est la synthèse de la perception et du concept. Perception et concept, à eux deux, forment la totalité de l'objet. Waouh! C'est pas génial ça? Un seul et même monde qui se manifeste de deux façons différentes. Il se manifeste d'un côté sous forme de percept et de l'autre côté sous forme de concept. Et on peut donc dire qu'originellement, le concept appartient en fait totalement à l'objet. C'est notre constitution qui les sépare, qui les divise, et c'est un don de la pensée qui met notre moi en activité et qui permet de les réunir à nouveau. C'est pas génial ça? Suite au prochain numéro.